Alors, vous me chargez d'une lourde tâche. Et je vais essayer d'être aussi bref que possible en vous annonçant d'abord que moi j'ai changé l'intitulé de la communication pour des raisons que je vais expliquer. Parce que les questions qui tournaient dans ce séminaire, ou dans cet atelier, c'était quoi? Qu'est-ce que c'est la coopérative? Est-ce que c'est... à quoi ça sert? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça peut marcher? Et si oui, comment on devrait faire pour que ça marche? Et donc, une des hypothèses formulées par le groupe qui a préparé cet atelier était de dire, c'est les textes. Donc, il nous faut quelqu'un qui travaille sur les textes. Le texte, il est là, pour ceux qui ne le connaissent pas. Le dernier décret sur la base duquel fonctionne la COPCEL, par exemple. C'est le texte de 86. C'est la copie conforme de tous les textes qui régissent les coopératives à l'échelle internationale. Il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à ajouter. Je l'ai lu attentivement et relu dans tous les sens. Si on interprète correctement le texte n'a rien à envier aux textes qui régissent les coopératives à travers le monde. Et donc, il n'y a pas de retouche indispensable à apporter au texte lui-même, au texte juridique qui régit ces coopératives. Donc, si j'avais limité ma communication, mon intervention à la discussion du texte, j'aurais rien mieux à dire. Ça veut dire que je m'en vais, je m'assois. Si je considère qu'il n'y a rien à discuter dans le texte, je m'en vais. Mais il fallait quand même répondre aux questions que tout le monde se pose et que j'ai énumérées tout à l'heure, qui sont les principales questions et qui font qu'aujourd'hui, le sentiment général chez tous les agriculteurs, mais aussi, y compris dans l'encadrement du secteur, c'est de penser que la coopérative, c'est un outil qui ne sert à rien, qui ne pourra jamais marcher et dans lequel il ne faut pas entrer, même si on vous le propose. C'est ça le sentiment général. C'est pour ça que les coopératives qui survivent, qui sont là, qui essayent de survivre et d'exister, n'arrivent pas, ou n'arrivent que difficilement, à recruter des membres, des sociétaires nouveaux, et à les fidéliser. Parce que le sentiment général, c'est que c'est un instrument qui ne sert à rien. Alors, est-ce que vraiment il ne sert à rien? Si oui, si la coopération en tant que mode d'organisation est un outil qui ne sert à rien, alors pourquoi il existe et se développe à travers le monde, dans les autres pays? Monsieur Djelmoun, tout à l'heure, vous a donné une série de chiffres qui vous montrent que ce mouvement existe. Je voudrais rectifier quelques-uns de ces chiffres, parce qu'il est plus puissant qu'il ne l'a dit, ce mouvement. On a aujourd'hui, en 2011, on compte au moins 850 millions de personnes qui travaillent, qui sont employés de coopératives. Et il y a 850 millions qui sont membres de coopératives, et ces coopératives emploient près de 100 millions de personnes à travers le monde, ce qui est un chiffre qui n'est pas rien. Rien qu'en Afrique, que nous on considère en Algérie comme plus sous-développé que nous. Dans l'Afrique subsaharienne, peut-être qu'on considère que l'Afrique du Sud, quand même, c'est pas tout à fait moins bien que nous. Mais tous les autres, on considère qu'ils ne sont pas bons. Sur le plan économique, bien sûr.
on s'aperçoit même en Afrique, il y a un mouvement coopératif qui se développe et qu'il y en a au moins 150 000 qui regroupe plusieurs millions de personnes dans la plupart des pays africains. On sait aussi que globalement, à l'échelle mondiale, les coopératives emploient au moins 1,5% de la population active mondiale et de manière directe, les employés des coopératives, et que de manière indirecte, avec les services qu'elles créent en aval ou en amont de leur organisation, il y a au moins 1,3% de la population mondiale qui travaille, la population active qui travaille grâce à l'existence de ces coopératives. Si l'entreprise coopérative est un mauvais outil qui ne sert à rien et qu'on n'a pas à utiliser, alors comment expliquer? J'ai pris exprès la filière lait parce que nous sommes à la COPSEL, que nous voulons travailler avec la COPSEL de Sétif et que la COPSEL de Sétif s'intéresse prioritairement à la filière lait. Filière laitière. Sur les 16 premières entreprises laitières mondiales, il y en a 6 qui sont des coopératives. La première, c'est Fonterra, que tout le monde connaît en Nouvelle-Zélande. Et vous savez que la Nouvelle-Zélande est le premier exportateur mondial de lait en poudre et de matières grasses. Son chiffre d'affaires, en 2011, a atteint 9,1 milliards d'euros. Et elle est classée 4e parmi les 16 premières dans le monde. Elle n'est précédée que par Nestlé, Lactalis par Malade, puisqu'ils se sont associés par Malade d'Italie. Maintenant, c'est une seule entreprise. Danone. Voilà les 3 qui la précèdent. La suivante, c'est aussi une coopérative. La 5e, c'est la coopérative Friesland Campina des Pays-Bas qui réalise un chiffre d'affaires en 2011 de 8,8 milliards de dollars. On retrouve une américaine au 8e rang. C'est la Dairy Farmers of America qui, elle, produit l'équivalent, un chiffre d'affaires équivalent à 7,4 milliards de dollars. Au 9e rang, si je ne me trompe pas, c'est Aya Foods, qui est une coopérative associant des membres danois et suédois et qui atteint un chiffre d'affaires de 6,8 milliards, il me semble, de dollars. La suivante est donc la 10, 11, 12, 13, la 14e, c'est DMK, une coopérative allemande, toujours dans le lait, qui réussit à faire un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars. La suivante, c'est Sodial plus Entremont, que tout le monde connaît pour le gruyère, qui est française et qui arrive elle aussi à 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ce sont les chiffres de 2011. Parce que les coopératives présentent leur bilan, sont astreintes comme n'importe quelle entreprise à déposer leur bilan à la fin de l'année. Le reste, c'est des entreprises privées, au sens classique du terme, à capitaux privés. Et donc, vous voyez que la part des coopératives à l'intérieur de cette filière mondiale est tout de même énorme. Si vous faites les calculs, à 6, elles font un peu plus de 40 milliards de dollars, et cela représente à peu près le tiers des chiffres d'affaires produits par les 16 premières firmes mondiales dans la filière lait. La coopérative, ça marche. Conclusion. La coopérative, ça marche. Ça peut se développer, ça peut produire de l'argent, ça peut produire des résultats, et donc la coopérative, ce n'est pas l'outil qui pose problème, ça doit être autre chose. Voyons la suite. Prenons l'Europe, les 27. Dans les 27, dans la filière lait, comme vous le voyez,
il y a, il me semble, 6 ou 7 pays dans lesquels la proportion de lait collecté par les coopératives laitières dépasse 70%. C'est la Suède, c'est la Finlande, c'est l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, c'est le Danemark, c'est les Pays-Bas, c'est l'Allemagne, c'est l'Autriche et c'est la Pologne. Dans tous ces pays, c'est les coopératives qui dominent et qui ramassent plus de 70% du lait cru produit localement. Ensuite, on a un deuxième groupe où on est plutôt à hauteur de 50%. C'est la France et la Belgique, c'est l'Italie et l'Espagne, et la Grande-Bretagne est classée dernière, puisque elle est dans un troisième groupe, puisque le chiffre actuel est de 35% seulement en Grande-Bretagne, collecté par des coopératives laitières. Mais globalement, on voit bien que la moyenne des 27 dépasse les 50%. Elle est de 58%. Encore une fois, l'outil coopératif, ça marche. Quand ça veut dire qu'il y a un problème, encore une fois, d'utilisation et non pas de contenu ou de nature même de l'outil. Suivant. Exemple concret. J'ai fait exprès de prendre un exemple concret, celui d'une coopérative américaine. Pourquoi américaine? Parce que tout le monde sait que depuis sa naissance, depuis leur naissance, les États-Unis sont un pays à économie de marché, à économie capitaliste. C'est clair, ils n'ont pas eu de passage par des vagues socialistes ou communistes ou autres. Ils ont toujours été pour la libre entreprise. Ils se définissent eux-mêmes comme le pays de la libre entreprise, de l'initiative individuelle, de l'initiative privée. Il existe aux États-Unis une très grosse coopérative laitière qui s'appelle Land O'Lakes, qui est née dans un État au Michigan. Le Michigan se trouve à l'est de l'Illinois, et l'Illinois, vous le connaissez sans doute parce qu'il y a Chicago, donc on est près des Grands Lacs. C'est pour ça qu'elle s'appelle Land O'Lakes, c'est-à-dire les terres des lacs, des Grands Lacs. Elle est née là-bas en 1921 pour collecter le lait cru des éleveurs du Michigan. C'était ça l'objectif. Et apporter un soutien en service aux éleveurs locaux. Aujourd'hui, c'est la deuxième grande coopérative américaine après celle qu'on a évoquée tout à l'heure, la Dairy Farmers. C'est la deuxième coopérative et elle approvisionne 300 000 agriculteurs. Et 300 000 agriculteurs aux États-Unis, c'est pas rien du tout. Parce que c'est un pays où il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs, malgré ce que tout le monde croit. Il y a à peu près 2 millions d'agriculteurs, c'est tout. Parce qu'ils ont de très grandes exploitations. Et donc, approvisionner régulièrement 300 000 agriculteurs, c'est quelque chose. Et elle se trouve aujourd'hui installée dans 50 États sur 52. Quels sont les deux mauvais élèves? C'est l'Alaska, il n'y a pas de vache. Et c'est Porto Rico, il n'y a presque pas de vache. Donc tous les États américains sont membres de la coopérative Land O'Lakes. C'est une coopérative nationale. Mais elle respecte les règles imposées au départ par les législateurs, qui sont les mêmes que celles que vous avez dans le décret. C'est les mêmes. Vous savez que tous les textes disent qu'une coopérative est attachée à un territoire. Ça signifie qu'elle doit avoir un bassin de production dans lequel elle est insérée. Par exemple, la COPSEL, c'est
la coopérative qui est mise au service des producteurs de la wilaya de City. C'est ça son territoire. Logiquement, elle ne peut pas travailler avec Bourg-Barège. Logiquement, d'après les textes, elle ne doit pas travailler avec ce gaz. Alors comment Landolex peut-elle être caractérisée comme une coopérative qui couvre 50 hectares, alors qu'on vous dit en même temps, elle respecte les textes, le même texte? Il y a l'autre outil qui est dans ce texte. C'est la fédération de coopératives. Landolex aujourd'hui, en fait, est constituée de 50 coopératives nationales. Il y a la coopérative du Texas, il y a la coopérative de la Louisiane ou la coopérative de tout ce que vous voulez. Et ce sont ces coopératives qui se sont accrochées à celle du Michigan au départ pour créer une fédération nationale des coopératives. Et donc elles travaillent ensemble. Et donc elles restent chacune attachée à leur territoire d'origine, à leur état d'origine, mais pour les grandes décisions stratégiques, elles travaillent ensemble et elles échangent ensemble des services ou des idées ou des moyens, et c'est ça qui fait leur force. Aujourd'hui, Landolex est leader elle est la première sur le marché américain du lait, et elle est la première sur le marché du beurre, elle est la première sur le marché des produits laitiers dérivés, et elle innove sans cesse. Comme elle était conçue au départ comme une coopérative de filière, elle a pu donc s'engager en amont et en aval. Elle produit de l'aliment, elle produit des fourrages, elle produit des services vendus aux agriculteurs, aux adhérents, aux usagers, et donc elle arrive à élargir sans cesse son chiffre d'affaires et les moyens de sa politique. Aujourd'hui, elle est tellement à l'aise avec je crois que le chiffre est cité quelque part, si vous passez à la suivante, voilà, elle est à 12,8 milliards de dollars. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas d'accord avec les chiffres de Tchernobyl. 12,8 milliards de dollars en 2011. Le bilan est sur Internet. Vous pouvez le consulter. 12,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec un bénéfice net en 2011 de 182 millions de dollars. Elle était à 178 en 2010. Donc elle continue à progresser. Et vous remarquerez qu'elle a continué à progresser malgré la crise des prix et des matières premières, la crise alimentaire, connue y compris aux États-Unis, en 2007-2008. Malgré cela, elle a continué à progresser, justement parce que c'est une coopérative. Alors que d'autres entreprises privées, à capitaux privés, ont souffert de la crise, d'autres ont dû fermer mettre la clé sous le paillasson parce qu'elles ne pouvaient pas tenir avec cette volatilité des prix non maîtrisable par une entreprise individualisée. Donc, encore une fois, on a une confirmation concrète. Aujourd'hui, j'ai oublié de dire, aujourd'hui, cette coopérative a pour stratégie d'aider les agriculteurs d'autres pays à s'organiser en coopérative. Elle est présente dans 76 pays. Non, 60. 60 pays, me semble. 76. Et elle met en œuvre 250 projets dans ces pays, qui sont, pour lesquels elle se fait aider par l'État américain à travers son instrument d'aide qu'est l'USAID. Ça veut dire qu'elle n'est plus sur son territoire national, qu'elle essaye même d'être présente et d'appuyer le mouvement coopératif dans d'autres pays.
Et pour ceux qui ne le savent pas, ils sont passés en Algérie en 2007 pour essayer de trouver des partenaires. Ils n'en ont pas trouvé. On y reviendra. Je sais que c'est la problématique.